donc du sommet de l'espace eurasiatique. Nous ne connaissons rien sur les questions bilatérales. Il y a eu le problème des sanctions qui a été abordé. S'agissant des sanctions, est-ce que cela influence l'activité de l'Union? Pour ce qui est des discussions bilatérales, eh bien, nous venons d'achever une rencontre de travail avec le président de l'Ouzbékistan. Et nous avons discuté de nos affaires courantes et des perspectives à plus ou moins long terme. Nous avons parlé de projets d'investissement, à mon avis, et de l'avis du président. Nous avons à notre actif de belles réalisations sur les questions du nucléaire, des projets d'infrastructure, l'industrie de la métallurgie. Nous avons discuté de choses qui importent à nos gouvernements, de choses sérieuses qui importent à nos gouvernements. Deuxième rencontre, eh bien, ça a été avec le représentant des Émirats arabes unis. Là aussi, nous avons parlé des relations bilatérales. Nous attendons la visite en Russie du président des Émirats arabes unis. Et de même, nous avons discuté de la situation au Moyen-Orient. Pour ce qui est des résultats du sommet d'aujourd'hui, de l'Union euro-asiatique, nous sommes satisfaits du résultat. Le président de la Biélorussie a parlé de l'aboutissement de notre stratégie de développement, sur comment réaliser nos travaux à l'avenir, mais dans l'ensemble, le travail ne peut pas ne pas nous satisfaire. Pourquoi? Parce que les indicateurs relatifs à l'efficacité économique sont bons. La rapidité de la croissance. Dans l'Union, la croissance est plus élevée que la croissance mondiale. Je crois un peu plus de 3% pour la croissance mondiale. Et nous sommes à un peu plus de 4%. Et il y a des pays où ça monte même jusqu'à 5 ou 6%. Et ce n'est pas les derniers résultats de nos travaux. Ce ne sont pas les seuls résultats de nos travaux, puisque nous avons discuté des questions, des obstacles économiques, des échanges commerciaux, et sur comment accélérer encore la croissance. Les indicateurs sociaux de développement économique et social, le niveau de chômage, les rémunérations également ont été abordées. Je vais parler de la Russie. Nous sommes à 2,1% de chômage. Dans toutes les économies du monde, c'est un des meilleurs indicateurs. Et en second plan, il y a le niveau d'investissement qui augmente, y compris en Russie, malgré toutes nos difficultés. Ce processus se poursuit. Et bien sûr, nous ne pouvons pas, là non plus, ne pas être satisfaits, mais il y a toujours des questions qui exigent une attention complémentaire. Ce sont notamment des questions liées aux barrières concernant les services. Là, il va falloir aussi travailler de façon complémentaire. La question des signatures électroniques, c'est un sujet important. Il y a également les questions qui doivent se régler au niveau international. Là aussi, il y a des questions dont nous avons discuté aujourd'hui. Il faut savoir aussi comment nous allons réglementer les questions des sanctions, les violations, etc.
les participants ont agi, vont agir en fonction de l'espace économique. Donc, nous avons discuté de l'ensemble des difficultés politiques, et nous pensons que c'est la voie qui est suivie et celle qui convient. Et nous devons travailler au niveau du gouvernement. Il faut travailler sur ces questions. Nous nous sommes mis d'accord également sur l'activité des prochains mois, la prochaine rencontre informelle qui sera liée bien sûr aux questions des affaires. Elle aura lieu à Saint-Pétersbourg. Ah, les sanctions. Pour le dire honnêtement, oui, nous l'avons rappelé de façon formelle, mais personne n'a véritablement appesanti sur cette question. Rien Novosti. Est-ce que j'aurais une question très importante. Vous avez dit qu'au cours des contacts bilatéraux, vous avez abordé l'Ukraine. Dites-nous comment se passent les choses actuellement, le processus de réglementation, notamment il y aura un troisième cycle de négociations. Quand aura-t-il lieu entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul? Et nous croyons savoir qu'il y a un projet de protocole de règlement. Comment évaluez-vous ce projet et quelle est la réaction de Kiev au projet russe? Bien, pour ce qui est du protocole, comme nous l'attendions, voilà, rien ne s'est passé, hein, ce n'est pas une surprise. Il y a eu deux projets contraires, mais des négociations seront organisées pour essayer de rapprocher les points de vue. Mais nous ne sommes pas, il n'y a aucune surprise à ce sujet. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais cela ne change rien. S'agissant du résultat, eh bien, vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. Et hier, aujourd'hui, je ne sais plus. C'est important. Il y a l'aspect humanitaire qui a son importance. Et comme le diplomate le disent, il y a ensuite les questions de fond pour régler le problème qu'il faut aborder. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que nous poursuivrons nos contacts suite à l'échange les échanges qui se déroulent, et notamment les prisonniers et la restitution des corps des personnes qui ont été tuées. Mais maintenant, c'est à l'Ukraine de prendre ses responsabilités et de transférer aussi et de récupérer aussi les corps de ces soldats. Ensuite, suite à la fin de l'exécution de ce qui a été accepté, nous tiendrons un troisième cycle de négociations. Nous y sommes prêts. Je ne connais pas exactement le jour et l'heure, mais Monsieur Erdogan, président de la Turquie, demeure sur ses positions, soutient ce processus, et nous le remercions beaucoup. Et quand est-ce que concrètement les dirigeants des deux partis entreront en contact? Bien, je ne sais pas, mais à mon avis, c'est une bonne chose de savoir que il y a déjà des discussions. Mais les objets, à mon avis, doivent être la préparation d'un protocole. Je vous en prie. Télécanal Rossi. Vous venez d'achever le sommet euro-asiatique avec des partenaires et parallèlement s'est achevé le sommet de l'OTAN. On a parlé des dépenses militaires à 5% du PIB et
l'Europe s'engage sur une voie agressive et sur la voie de la militarisation. C'est quelque chose d'assez nouveau. Comment évaluez-vous ce qui se passe? D'abord, ce que nous appelons la communauté occidentale, ou si on peut l'appeler comme ça, tout se retrouve un peu sans dessus-dessous. Parce que il y a les dépenses militaires, il y a tout cela s'inscrit dans une thèse d'agressivité contre la Russie. Et c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, nous devons revenir à ce qui s'est passé en 2022, au début de l'opération militaire spéciale. Personne n'a dit un mot là-dessus. On nous a menti de façon éhontée, et notamment sur le non-élargissement de l'OTAN vers l'Est. Et c'est ce qui avait été promis à la Russie. Et ils avaient promis qu'il n'y aurait aucun mouvement vers l'Est. Et ensuite, il y a eu un élargissement. La sécurité d'un pays ou d'un groupe de pays ne peut pas se faire aux dépens de la sécurité des autres. Et c'est ce qui est écrit dans les documents internationaux. Qu'est-ce qui s'est passé en pratique? Eh bien, il y a eu un élargissement et on nous a dit mais rien ne vous menace. Lorsque nous avons répondu que nous nous sentions menacés, eh bien on ne nous a rien dit. Et aujourd'hui, nous savons mieux que tout le monde ce qui nous menace. C'est notre droit de considérer notre degré de sécurité, de considérer quel est notre degré de menace et de le déterminer. Mais personne ne nous entend à ce sujet. Ce n'est pas un comportement agressif, ce que nous faisons. Et au contraire, en Occident, aujourd'hui, lorsqu'ils soutiennent le séparatisme dans notre pays, lorsqu'on utilise un instrument de lutte contre la Russie comme le terrorisme, personne n'y est attentif. Les explosions, les attentats à Moscou, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, personne ne veut y être attentif. Et vous croyez quoi? Qu'on ne le voit pas? Mais ils nous disent, ils parlent toujours de notre agressivité. Ils disent que c'est nous qui sommes agressifs. Et vous savez, on a... Et sur le fond de cette rhétorique, selon laquelle ce serait nous qui serions agressifs, eh bien, ils veulent s'armer. Eh bien, qu'ils s'arment. Mais pour ce qui est de la structure de ces dépenses, elle ne se base sur aucune agressivité de la Russie. Nous ne sommes pas agressifs, c'est eux qui sont agressifs. Et chacun parle de ce qui s'est passé avec le coup d'État soutenu en Ukraine par les Occidentaux. Ensuite, ils ont financé ce coup d'État. Ils l'ont dit publiquement. Et ensuite, ils ont commencé à dire que la Russie se conduit de façon agressive. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sont eux qui sont idiots ou est-ce qu'ils... Ensuite, nous avons vu ce qui s'est passé au Donbass. 8 ans. 8 ans d'une guerre sanglante contre la population civile. Et pendant 8 ans, nous avons essayé de nous mettre d'accord pour mettre fin aux hostilités. On nous a menti. Ils l'ont reconnu publiquement. L'ancienne chancelière allemande, le président français, l'ancien président français, on parlait des accords de Minsk qui étaient faits juste pour permettre à l'Ukraine de se réarmer. Et il y a eu cette guerre pendant 8 ans. Et pour mettre fin à cette guerre, eh bien, nous avons dû intervenir directement.
Et tout ceci s'est fait en violation de la Charte des Nations Unies et personne n'y est attentif. Et les choses ne peuvent pas aller comme ça. Ils veulent augmenter leurs dépenses, eh bien qu'ils les augmentent. Mais on parle d'agressivité aujourd'hui. Oui, bien sûr, nous avons des dépenses 6,3%. C'est beaucoup ou c'est peu? Je pense que c'est beaucoup. Eh bien, c'est l'un des problèmes du budget que nous devons résoudre. Et nous allons le résoudre de façon correcte et digne. Je voudrais conduire une analogie politique. Les choses sont différentes. Mais vous savez, sur le plan économique et financier, on peut dire que dans la guerre de Corée, ils ont mis 14% de leur budget. Pendant la guerre du Vietnam, c'était 10% de leur budget. Donc, ils ont résolu le problème en augmentant les impôts. Mais ils ne sont pas attentifs aux questions macroéconomiques. Mais nous-mêmes, nous faisons ce que nous pouvons et nous essayons. Maintenant, pour ce qui est des dépenses, 6,3%. C'est beaucoup ou c'est peu? 6,3% du PIB de la Russie pour la dépense, c'est 13 500 milliards de dollars. Et ici, c'est 223 000 milliards de dollars. C'est beaucoup ou c'est peu? C'est pas peu. Hein. Nous avons payé par l'inflation et nous luttons maintenant contre cette inflation. Et un certain nombre d'économistes y travaillent, mais malgré tout, nous faisons de notre mieux. Et aujourd'hui, j'en ai parlé déjà, les salaires, les rémunérations augmentent en Russie. 9,1% pour l'année dernière et ces 4 premiers mois, on peut ajouter 4%. C'est quelque chose d'assez satisfaisant. Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe en Occident? Eh bien, eux, ils ne s'arrêtent pas. Alors, on a par exemple 4,3% de croissance économique et nous voyons que nous devons nous défendre contre l'inflation. Et on a 3% d'inflation dans l'Union européenne. Et donc, on voit en Allemagne, en France, on est au bord de la récession. En ce qui concerne les forces armées, nous avons on nous dit toujours que nous avons des problèmes, etc. Ils veulent infliger la rhétorique d'infliger une défaite stratégique à la Russie se poursuit toujours. Et les résultats, ils sont où? Alors, si tout s'effondre chez nous, alors pourquoi on s'apprêterait à attaquer l'OTAN? Et ils essayent de convaincre leur population de ça pour extorquer de l'argent, davantage d'argent, de la part de leur population en justifiant ces dépenses pour le domaine social. Alors que nous, l'essentiel que nous dépensons, c'est pour soutenir notre complexe militaro-industriel, pour nous-mêmes, pour nous, les nôtres. Et eux, c'est 5% du PIB qui vont dépenser à quoi? Pour acheter du matériel américain? Ce n'est pas notre problème, mais c'est les leurs. Alors maintenant, l'essentiel, nous avons prévu une réduction de nos dépenses militaires. Et pour l'année prochaine, par exemple, pour les 3 années qui viennent, nous avons prévu, on n'a pas d'accord définitif entre le ministère de la Défense, celui du développement économique, des finances, etc. En tout cas, on va dans ce sens-là. Alors que l'Europe pense au contraire augmenter ses dépenses militaires.
Alors qui veut la guerre? C'est eux ou c'est nous? Nous, ce que nous voulons, c'est achever l'opération militaire spéciale avec un résultat concret. Mais et c'est justement l'optique que nous avons, et non pas des projets d'agression contre l'Europe ou l'OTAN. Nous, ce que nous voulons, c'est réduire nos dépenses. Et c'est eux qui les augmentent. Alors qui se comporte de façon agressive ici? Et donc, on voit ces politiques dans le domaine de la défense. Et donc, leur réflexion sur le fait qu'ils veulent augmenter, qu'ils les augmentent s'ils veulent. Dans le matière de la sécurité, la solution n'est pas meilleure. Et sur le plan économique, social, leur situation va continuer à s'aggraver. Agence Interfax, Ksenia Tchernev, Monsieur Poutine, récemment, le président français a parlé de la nécessité d'adopter de nouvelles sanctions contre la Russie. Et d'après les déclarations des dirigeants européens, il pourrait y avoir des mesures comme la baisse des tarifs des hydrocarbures russes jusqu'à $40 le baril, par exemple, pour le pétrole. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quelles pourraient être les conséquences de ces... J'ai déjà répondu partiellement. Plus il y a de sanctions, plus c'est mauvais pour ceux qui les adoptent. Et ça concerne la France, ça concerne l'économie de l'Europe d'une manière générale. Il faut regarder les statistiques. Ici, le volume de gaz, par exemple, acheté, il a augmenté en fait. Et ça, c'est grâce au GNL. Et aujourd'hui, 4 euros et quelques, 400 euros pour 1000 mètres cubes. Et ça a baissé, donc aujourd'hui 775, 60. Et si ça continue alors au Proche-Orient, qu'est-ce qui va se passer? Et s'ils bloquent notre pétrole, enfin s'ils veulent, mais ils n'y arriveront pas de toute façon. C'est impossible dans les faits. Les volumes de pétrole consommé, de produits pétroliers consommés dans le monde ne cessent d'augmenter en raison de la croissance économique. Et ça, c'est inévitable. Les volumes augmentent. Et l'extraction, elle ne peut augmenter que dans le volume prévu par les accords au sein de l'OPEP et en fonction de la demande. Donc ici, il n'y a rien qui pourrait aller dans le sens des intérêts de l'Europe. On verra ce que ça va donner sur la base de la situation telle qu'elle sera sur le terrain. Mais je ne pense pas qu'ici, cela ait un impact significatif sur nous, puisque ces centaines de milliers de sanctions adoptées contre nous, je l'ai déjà dit, l'an dernier, nous avons eu l'an dernier 4,3% de croissance du PIB, cette année 3% chez eux. Andrei Kolesnikov, commerçante. Monsieur Poutine, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il serait temps de rencontrer personnellement Donald Trump? Parce que de loin, on a un peu l'impression que vous vous éloignez l'un de l'autre. Il y a le téléphone, c'est bien. Mais une rencontre entre quatre yeux, c'est quand même autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Je considère... j'ai beaucoup de respect pour le président américain actuel. Il a parcouru un itinéraire difficile pour revenir à la Maison-Blanche. Donc, il a été victime de tentatives d'assassinat. Donc, on voit que c'est quelqu'un de courageux. Ce qu'il fait à l'intérieur de son pays, ce qu'il fait en matière, en ce qui concerne le Proche-Orient, ses efforts pour trouver un règlement dans la situation ukrainienne, évidemment, nous apprécions ces efforts. Et je l'ai dit, je suis prêt à le dire encore une fois publiquement. Maintenant, je considère que le président Trump veut sincèrement trouver une solution en ce qui concerne l'Ukraine. Tout récemment, il m'a déclaré que
c'était plus difficile que ce qu'il pensait. Bah oui, effectivement, là, il n'y a rien d'exceptionnel. Et, évidemment, une fois on met le nez dans le dossier, on voit que c'est compliqué. Et c'est pareil pour le Proche-Orient. Et évidemment, bien sûr qu'il a peut-être une plus grande expérience. Il était peut-être plus impliqué dans les événements du Proche-Orient. Mais là-bas aussi, c'est compliqué. La vie réelle, elle est toujours plus compliquée que les images qu'on peut en avoir. Je suis toujours ouvert à tout contact, à toute rencontre. Et je sais que M. Trump s'est déclaré, il a parlé de cette possibilité de nous rencontrer. Et de même que lui, je considère qu'il faut préparer ce genre de sanctions. Et en fonction des résultats, euh, passer à une étape suivante ou pas. Mais dans l'ensemble, grâce au président Trump, les relations entre la Russie et les États-Unis commencent à revenir dans une voie normale. Tout n'a pas été résolu sur le plan diplomatique, mais en tout cas, les premiers pas ont été faits. Ensuite, il y a un contact au niveau concret qui se fait entre nos services, entre le département d'État, notre ministère des Affaires étrangères, au niveau aussi des autres ministères, différents aspects, au niveau des services secrets notamment. Il y a la lutte contre le terrorisme, par exemple, et au niveau d'autres services, nous avons des contacts et donc nous avons des perspectives qui sont assez positives sur le plan de la coopération économique et nous savons que les entreprises américaines manifestent le souhait et nous lancent des signaux sur le fait qu'elles voudraient revenir sur notre marché. Nous sommes prêts à les accepter, mais tout cela, ça doit être préparé. Mais en tout cas, dans l'ensemble, une rencontre est tout à fait possible et c'est avec plaisir que nous l'organiserons. Je vous remercie.